Bonjour à tous, je vais vous faire un petit témoignage sur l'agoraphobie et un petit peu comment je suis devenu, comment je m'en suis sorti entre guillemets parce que je m'en suis pas réellement sorti, mais bon bref, en survie quoi. Déjà pour me présenter, donc je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans. J'habite dans la très belle ville de Marseille, donc vaut mieux que je l'apprécie cette ville parce que, comment te dire, c'est la seule que je vois et quelques villes aux alentours. Donc ça va, j'ai un terrain de jeu qui est relativement grand, mais ça commence un peu à me saouler, comme on dit. En termes, sinon voilà, au niveau professionnel, je suis un ingénieur de recherche en cancérologie. Et voilà, je suis en couple depuis 12 ans maintenant, avec mon copain, donc voilà, donc je vais essayer de vous raconter un petit peu les tenants, les aboutissants et j'espère la fin bientôt. Donc peut-être en termes des origines, je vais voir un petit peu au niveau de l'enfance. C'est vrai que donc j'ai une enfance qui était relativement aisée, je vais pas mentir. Une grande maison, des parents qui avaient énormément d'argent, donc ça fait pas tout. Hein. Mais par contre, ma mère était relativement très castratrice, très dominatrice. C'était vraiment l'école, le travail, faut réussir, faut être premier. Et tout ce qui était extérieur elle était considérée comme quelque chose qui était dangereux. Va falloir être armé pour affronter le monde extérieur. Si tu ne réussis pas à l'école, tu n'auras rien. Les loisirs, ça ne sert à rien. C'est vraiment réussir. Et c'est vrai que, en constat, jusqu'à mes 18 ans, je ne suis jamais sorti, mis à part pour aller à l'école, ailleurs avec des collègues ou des potes. Donc j'étais vraiment dans cet environnement-là où c'était réussir, être le numéro un. Voilà, et l'extérieur était dangereux. Donc bon, après au final, j'ai bien réussi, hein, mais voilà. Donc ça c'est au niveau de l'éducation. Donc après le bac, je suis parti à Marseille, donc faire la fac. Donc quand tu es étudiant, t'as pas énormément d'argent, donc c'est vrai que ma vie était l'école. J'ai rencontré quelques amis, j'ai fait quelques soirées, mais tout était relativement localisé. Je rentrais les week-ends chez ma mère, donc ça restait quand même dans un environnement qui était relativement familial et je me suis pas trop mise en danger. Et c'était pour après faire mon master que j'ai dû partir à Grenoble. Et là, je m'en rappelle que j'ai eu peut-être ma première crise d'angoisse. J'arrive à Grenoble dans un appartement. Tout seul, donc loin de mes repères. Et c'est vrai que ma mère est partie de l'appartement une fois qu'on avait aménagé. Je me suis retrouvé seul avec une sorte de déréalisation totale. Je ne savais plus où j'étais et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse totale, je pense, à pleurer. Et j'étais avec mon frère jumeau qui m'a calmé. Et c'est vrai que je l'ai pas intellectualisé cette crise-là. Et le lendemain, j'ai repris l'école et mon master et tout s'est bien passé. Donc voilà, je pense que la première, elle était là, la crise d'angoisse. Donc ce qui devait peut-être arriver, arriva. Malheureusement, je n'ai pas réussi ce master-là. Donc je me retrouve à partir une main devant, une main derrière de Grenoble, quitter l'appartement. Et vu la déception de ma mère, je n'ai pas osé rentrer chez mes parents. Et donc j'ai décidé de rentrer chez ma grand-mère, dans un petit village dans les Bouches-du-Rhône, là, un peu paumé. Et voilà, donc là j'ai commencé un peu à cogiter, à me dire bon ben voilà, tous mes collègues ont fini leur stage, ils sont embauchés, ils commencent à avoir des boulots. Mon frère jumeau aussi avait été embauché et moi je me retrouvais seul comme un con chez ma grand-mère avec l'obligation de devoir passer un test d'anglais, un TOEIC, en 1 an pour essayer de valider mon diplôme. Donc j'avais 1 an pour valider ce test-là. Mais voilà quoi, donc je me retrouve un petit peu seul là, en dépression chez ma grand-mère et je pense que là le début des emmerdes un peu commence à ce moment-là. Bon, seul, isolé, je suis arrivé à rencontrer mon copain sur des applications de rencontres, un grand classique. Et du coup, je suis rentré un petit peu dans son cercle amical. Et son cercle amical, c'était la fête, la bringue. Et je me suis dit, allez, tu vas te lâcher un petit peu toi aussi, tu vas bringuer. Et alors là, j'ai bringué. Et vas-y, les soirées, et l'alcool, et tout ce qui va avec, bien évidemment. J'en avais plein le foie, plein les reins, plein le nez. Sauf qu'en parallèle, je continuais à réviser pour passer mon test TOEIC. Donc je faisais ça la journée, je bringuais le soir. Ma grand-mère me réveillait super tôt pour que je travaille. Donc en fait, je cumulais une sorte de fatigue. Et jusqu'au jour où à un moment donné, ça va finir par craquer, ce rythme de vie-là où tu bringues, tu travailles, ça peut pas durer.
Donc tout ça pour en arriver à l'élément déclencheur, je me rappelle c'était en 2012 au mois d'avril, je me rends sur Marseille, donc je dois prendre l'autoroute pour faire un test blanc de mon examen TOEIC. J'allais bringuer la veille, je m'étais même disputé avec mon mec pour tout dire, et donc je prends l'autoroute et je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu sur cette autoroute là, d'un coup bouffée de chaleur, picotement au niveau du visage. Je me sens pas bien, une sorte de dépersonnalisation totale. Je ne savais plus où j'étais. Je vois mon copain qui était à côté de moi. Je vois deux potes qui étaient derrière parce qu'elles voulaient aller visiter Marseille. Et là, d'un coup, des douleurs au niveau cardiaque, le palpitant, et je hurle dans la voiture. Je me rappelle, je suis en train de mourir. Là, ça y est, je fais une crise cardiaque. Appelle les pompiers. Je me mets en panique sur la bande d'arrêt d'urgence, en warning, à hurler. Je suis en train de crever, je suis en train de crever. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça passe et je décide quand même de continuer ma journée dans un état mais de fatigue extrême. Je rentre chez moi le soir et là je me pose avec moi-même et j'intellectualise ce qui m'est arrivé. Je me dis mais attends putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Et je veux pas en parler parce que j'ai de la fierté. Donc en fait là s'enclenche une phase où je me dis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, et ça ne peut pas être mental, c'est-à-dire que ça doit être d'origine physique. Et là s'ensuit une phase donc hypochondriaque, donc de l'extrême, pendant 6 mois où je pense que j'ai cherché toutes les raisons organiques et physiques qui pouvaient expliquer mon état. Sauf qu'au bout de 6 mois, à force de faire tous les examens du monde, où je n'avais rien, j'en arrive à me dire, c'est peut-être dans ta tête. Mais au lieu de me dire c'était une crise d'angoisse, je suis rentré dans une sorte de, je dois être bipolaire, je dois être schizophrène, je dois avoir une maladie mentale sous-jacente qui va se déclencher. Et là, s'ensuit pareil, des lectures acharnées sur Internet, en me disant que, je vais finir interné en asile psychiatrique et que voilà, ma vie est finie, je dois être taré pour qu'il m'arrive des trucs comme ça. Et donc là, je décide de m'isoler totalement. Donc cet isolement total, là, il a duré 6 mois, c'est-à-dire que je n'étais absolument même plus capable de franchir le portail pour aller dans la rue juste à côté de chez ma grand-mère. Donc à un moment donné, tu te décales, je vivais la nuit, je lisais des trucs sur les maladies mentales, sur les maladies physiques toute la journée. J'avais totalement lâché mes tests d'anglais, j'étais rentré dans une sorte de stress intense où à un moment donné, ma mère est arrivée, elle m'a dit là ça va plus du tout, on va aller voir un psychologue. Et je lui ai dit ok maman, il y a aucun problème, là franchement, je suis arrivé à un stade où je vais y aller. Et donc je suis allé voir un psychologue qui m'a bien aidé pour me faire comprendre que c'était vraiment des crises d'angoisse, qu'il n'y avait rien d'autre mental, que j'étais sain mentalement. Et ce qui m'a permis donc de reprendre mes études du coup en 2014, et je suis reparti à Marseille faire un master et ensuite un doctorat. Donc voilà, et j'ai aménagé avec mon copain par la même occasion. Donc j'arrive à Marseille, je refais mon master, je suis arrivé à avoir ma thèse, donc je commence mon doctorat, et en fait je me rends compte, mais c'est insidieux, que petit à petit je suis un pro des fausses excuses. C'est-à-dire que en fait là je retourne à Marseille, donc c'est un environnement familier. Quand on me propose des trucs à l'extérieur, un peu loin, je dis ouais mais j'ai beaucoup de travail, tu sais, la thèse, c'est ça. Je conduisais uniquement la nuit, mais parce que je me disais je préfère conduire la nuit, il y a moins de monde. Et en fait au final j'arrivais à mener cette vie où en fait j'évitais discrètement tous les trucs qui me stressaient, c'est-à-dire que les voyages, j'avais l'excuse de la thèse, prendre l'autoroute, je faisais exprès de finir tard le vendredi soir, comme ça au moins je rentrais tard chez ma mère le week-end. Donc tout était les soirées, j'arrivais tard exprès pour éviter les repas où j'étais bloqué, les restos, je disais que j'avais du travail. Donc en fait petit à petit je m'étais créé une vie où j'avais enlevé tout le stress possible et inimaginable, mais je pensais que c'était normal. Jusqu'au jour où à un moment donné, forcément, tu peux pas tout éviter. J'avais un repas à 19h, il fallait être là-bas, il fallait prendre l'autoroute à 18h30, donc en pleine heure de pointe. Et là, d'un coup, avant de s'engager sur la voie, j'ai commencé à avoir des bouffées d'angoisse. Et là, j'ai hurlé dans la voiture en disant stop, t'arrêtes la voiture à mon mec, tu te gares. Je suis sorti de la voiture, je me suis mis à craquer, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, je pense que à force de mettre des stratagèmes pour tout éviter le stress et pour faire style que tout va bien, surtout à ton entourage, pour montrer que ça va et pour montrer que tu n'as pas de problème, j'étais tellement arrivé à des calculs, à toujours calculer où, quand, comment, avec qui, dans quelles conditions, où sont les hôpitaux, parce que oui, les hôpitaux, voilà, ça me rassure, est-ce que c'est loin, est-ce que je peux rentrer chez moi, et en fait,
tout en essayant de montrer que tout était normal. Donc forcément à un moment donné, ça peut pas durer, ça a duré quelques années comme ça, mais ça peut pas durer. Bon, j'ai été embauché, donc là j'ai décroché un poste où on va dire que je gagne bien ma vie, et c'est vrai que ça m'a enlevé toutes les excuses que je sortais pour partir loin, ou les vacances ou quoi que ce soit, en disant bon, on n'a pas trop d'argent, on peut pas partir. Donc là c'est plus le cas, et là en fait ça m'a mis à un autre problème, c'est-à-dire je suis inapte à l'été en fait, et c'est-à-dire que dès que l'été arrive, j'étais monté d'angoisse parce que là ça va être des sollicitations, faut faire ci, faut partir à tel endroit, faut voyager, et en fait j'en suis pas capable, et comme je le montre à personne, c'est qu'à un moment donné, toutes mes fausses excuses, elles tombent à l'eau, je perds des gens petit à petit, des collègues qui ont déménagé à Lyon ne comprennent pas pourquoi je ne vais jamais les voir, mon mec il commence bien évidemment à se poser des questions, et à râler, à se dire mais attends, on part jamais en voyage, c'est pas normal cette vie-là, on est toujours enfermé baraque, Marseille, chez tes parents, je peux comprendre, hein. Mais voilà, et donc là c'est vrai que là, et il m'a sorti, c'est même plus une question d'argent maintenant, donc voilà, et c'est que récemment là que j'ai admis, enfin au bout de je pense 10 ans, que en fait j'avais peut-être un problème et que j'étais peut-être agoraphobe. Ça n'avait jamais été posé avant. Avant c'était vraiment on me parlait d'anxiété, de stress, et là voilà, donc je me rends compte que je suis pas capable de conduire seul, je suis pas capable de partir loin, je ne suis pas capable de prendre le train, de monter dans un ascenseur, de fermer les portes à clé. En fait j'ai une peur totale de rester bloqué à un moment donné, qu'on ne puisse pas venir me secourir. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai un hôpital qui soit relativement pas loin. Faut les embouteillages sur l'autoroute, c'est une horreur et une angoisse permanente quand je suis en trajet. Rester seul chez moi ça va, mais il faut que j'ai ma voiture pas loin. Je peux pas être trop éloigné de ma voiture si je vais quelque part, on sait jamais. Marcher seul, ça reste compliqué. Donc voilà, donc là j'ai admis que voilà, j'avais un problème, même si je reste quand même fonctionnel. Une vie tout à fait normale, c'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, je vais travailler, j'ai des amis, je fais énormément de soirées, c'est-à-dire que si quelqu'un me regarde, je suis le mec le plus sociable au monde, je parle à une porte de prison, donc si on me regarde d'un extérieur, on me dit oh, ça va, ce mec, il a une vie passionnante, mais en fait pas du tout, c'est ce que j'appelle le camoufler, c'est je donne une image de quelqu'un qui a une vie remplie, mais en fait pas. Ce qui me manque, ça va être tout ce qui va être sortir de cette zone de confort que je me suis créée, et là j'en suis incapable. Donc c'est pour ça que j'ai commencé une nouvelle thérapie comportementale cognitive basée en plus avec de la réalité virtuelle. Donc là j'ai commencé, la réalité virtuelle c'est pour essayer de soigner tout ce qui va être la claustrophobie, c'est-à-dire cette peur d'être enfermé, donc les embouteillages, l'ascenseur, le métro, et après il va avoir une thérapie de fond pour essayer d'aller plus loin et d'avancer un peu plus, d'essayer de m'élargir un peu plus au niveau de cette zone de confort que j'ai créée, parce que Marseille, Bouches-du-Rhône. Donc finalité de l'histoire à l'heure actuelle, donc j'espère que cette thérapie va me permettre donc de soigner cette claustrophobie qui est un peu extrême, je trouve, de mon côté, au niveau des ascenseurs, des embouteillages, même au niveau des portes, quoi. Je ne peux pas fermer une porte à clé, donc voilà, là la réalité virtuelle ça va me permettre de travailler ça, et après il y a une thérapie de fond qui va, j'espère, me permettre d'aller affronter et d'élargir ce périmètre, arrêter de toujours tous les trajets, regarder le nombre de kilomètres sur autoroute, à combien un hôpital est à proximité si ça va pas, pour essayer d'avoir une vie sans calcul, essayer de vivre un petit peu sereinement, et surtout de quitter ces Bouches-du-Rhône que je n'ai pas quitté depuis 12 ans. Donc voilà quoi, parce que Marseille j'aime bien, mais à un moment donné, comme on dit chez nous, ça commence un petit peu à me saouler. Donc voilà, donc là l'objectif c'est de partir loin pour ma part, c'est vraiment ça là où j'en suis. Sinon au niveau fonctionnel, je fonctionne plus ou moins bien, donc je peux travailler, je peux sortir de chez moi. Bon, il y a toujours quelques conditions, c'est-à-dire que j'ai toujours quelques éléments pour me rassurer. Ma voiture est un élément qui me rassure, le fait qu'elle soit à proximité me permet de faire tout ce qu'il faut dans Marseille. Maintenant les transports en commun je les prends pas, parce que c'est pas dépendant de moi, il faut que ce soit moi qui contrôle. Donc voilà, il faut que maintenant j'apprenne à vivre sans le calcul, à me dire allez go, je vais en centre-ville, je prends le tramway, je vais aller faire des courses. Voilà, je n'ai pas de problème par contre avec tout ce qui est aller faire des courses, les grandes surfaces,
d'angoisse ou quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, ça, je peux sortir. Imaginons, j'ai un stress ou j'ai une angoisse, même si j'ai le caddie plein, je pose le caddie et je sors. Donc en fait, voilà. Donc moi, tout ce que je dois travailler là, à l'heure actuelle, c'est cet enfermement et pouvoir partir, me libérer de cette ville, de cette prison là que je me suis créée, et de partir d'ici, faire un tour du monde s'il faut, je m'en fous. Et pour terminer, et là pour de bon, voilà, donc bon bref, certes, je suis agoraphobe ou quoi que ce soit, mais je pense pas que c'est une fin en soi, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a toujours des portes de sortie, il y a toujours des solutions. C'est pour cela que ouais, j'ai jamais connu de phase dépressive, je suis toujours quelqu'un d'optimiste, de bonne humeur. Écoute, pour l'instant c'est comme ça. Ce que ma devise c'est toujours, à un moment donné ça va s'arranger. Faut être patient. Donc voilà, il faut y croire, faut jamais abandonner. Même s'il y a des rechutes, j'en ai eu énormément de rechutes, hein, où à un moment donné je me suis retrouvé encore enfermé et on recontinue. Et c'est ça, c'est être acharné, c'est d'y croire et c'est surtout jamais abandonner. À un moment donné, on trouvera notre solution. Notre solution elle est personnelle, mais on va trouver quelque chose qui va nous faire que toutes ces peurs vont se libérer. Donc moi j'y crois, moi je me dis que c'est bon, Marseille c'est bientôt fini et bientôt je vais partir en trek au Pérou et prendre l'avion et habiter dans une yourte. Voilà, en tout cas c'est ce que je me souhaite et en tout cas si vous êtes allé jusqu'au bout, vous êtes des vaillants, n'abandonnez pas. Il faut y croire, même si vous êtes dans les stades initiaux où vous êtes enfermé chez vous, c'est temporaire. Vraiment, dites-vous ça que c'est temporaire et que vous allez y arriver et que au final, j'en suis sûr qu'on sera tous capables d'arriver à se retrouver pour faire un petit apéro tous ensemble dans une ville inconnue et ça va bien se passer. Et voilà, donc en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.